Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir Fanny Dufour, fondatrice des Nouvelles Oratrices. Son objectif, accompagner les femmes à la prise de parole en public grâce à des formations collectives. Pendant 8 semaines, les femmes coachées découvrent des méthodes et des outils pour choisir les bons mots, clarifier leur message, adopter les bonnes postures, combattre leurs peurs, bref, devenir de super oratrices. Les cercles des Nouvelles Oratrices sont présents dans plusieurs villes françaises et continuent encore leur expansion. Pendant plusieurs années, Fanny Dufour a également été présidente du TEDx Rennes, le plus grand TEDx français. Nous sommes certains que cet épisode autour de la prise de parole et de la confiance en soi vous plaira. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Fanny, merci de nous recevoir ici à Rennes au collectif Tactique. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et présenter les Nouvelles Oratrices ? Oui, merci beaucoup à vous. Je suis Fanny Dufour, dirigeante des Nouvelles Oratrices, un organisme de formation pour entraîner et faire en sorte que les femmes s'entraident pour s'améliorer dans leur prise de parole en public. J'ai 38 ans, je suis rennaise de cœur, originaire du Jura. Voilà. Et c'est déjà une bonne présentation. C'est déjà une bonne présentation. Pour compléter un petit peu ta présentation, est-ce que tu peux nous dire quand est-ce que tu as créé les Nouvelles Oratrices et qu'est-ce qui t'a donné le déclic ? Alors, on parle souvent d'intuition féminine. J'en suis complètement dépourvue parce que j'ai créé les Nouvelles Oratrices le 8 mars 2020, donc pour la date symbolique de la Journée des droits des femmes qui était une semaine avant le confinement, ce qui n'est pas optimal pour faire de la formation en présentiel. Donc voilà, bon, c'est loupé. Donc ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui. Ce qui m'a vraiment donné envie de proposer ce concept de formation aux femmes, c'est je viens du monde de l'événementiel et j'avais du mal à trouver des femmes qui acceptaient de prendre la parole en public, de monter sur scène. Je me suis aussi rendu compte, force est de constater que on est moins visible dans les médias, qu'on va être moins visible dans les livres d'histoire, qu'on est d'une façon globale moins visible. Et c'est un vrai cercle vicieux, parce que si on n'est jamais, nous, en tant que femmes, en train de prendre la parole, on se sent pas légitime, on pense que c'est pas la norme. Et quand on vient nous demander de faire, on refuse. Les Nouvelles Oratrices fonctionnent en cercle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce fonctionnement ? Oui, alors c'est une valeur qui me tient beaucoup à cœur, puisque quand on aborde l'aspect formation, on a souvent plutôt un sachant ou une sachante, en l'occurrence, une formatrice et des participantes, des femmes formées. Et là, pour moi, la notion de cercle met tout le monde au même niveau. Ça veut dire que, certes, quelqu'un, une formatrice, une comédienne, une coach va pouvoir apporter toute son expertise, mais elle va être au même niveau que les formées qui vont, elles, échanger, s'entraider. Et c'est vraiment ça qui me tenait à cœur. Et la formatrice va autant apprendre des autres et les unes vont autant apprendre des autres. Et ça fait vraiment aussi un effet miroir qui est important dans les formations. Justement, dans ces formations, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les thématiques qui sont abordées et peut-être nous donner quelques exemples ? Alors, on aborde les 3 piliers qui sont importants dans une prise de parole en public, à la fois le fond. Donc là, c'est comment faire un storytelling, comment argumenter, débattre, comment préparer par exemple un pitch quand on va faire un entretien d'embauche et qu'on doit se présenter en quelques minutes. On va aborder la forme, la gestion du stress, les émotions, le corps, notamment le corps féminin qui est beaucoup plus regardé et détaillé et scruté que le corps masculin. Et dans nos formations, on a parfois des femmes qui ont le corps qui ont changé après une grossesse, après un accident de la vie, une maladie. Et ça aussi, parfois, ça produit des difficultés à oser prendre la parole, à oser se montrer parce qu'on ne s'accepte plus comme on est. On a du mal avec son image de soi. Et le 3e pilier, c'est vraiment la légitimité. Et se sentir suffisamment à l'aise et botter les fesses à notre syndrome de l'imposteur, si je veux dire ça comme ça, qui nous freine et qui nous autocensure. Je dis pas que les hommes n'ont pas de syndrome de l'imposteur, mais entre femmes, on est moins invités à prendre la parole quand même depuis l'enfance globalement.
Et effectivement, ça se remarque puisque dans notre podcast, on essaye d'être complètement mixte, d'avoir autant d'invités femmes que d'invités hommes. Et les hommes acceptent très facilement les podcasts. Et on a plusieurs femmes qui nous ont exactement, comme tu le disais à l'instant, dit non, moi je suis pas forcément hyper légitime pour parler de ça, alors que c'est la dirigeante d'entreprise ou la responsable communication. Interrogez plutôt tel homme qui lui saura mieux vous répondre que moi. En quelques mots, qu'est-ce que les nouvelles oratrices apportent comme bénéfice aux participantes ? Je dirais que les participantes, quand elles rentrent, elles ont une problématique d'éloquence. Elles viennent, soit ce sont des personnes qui vont rechercher un emploi. Elles ont envie de monter en compétences et en assurance sur leur prise de parole, la capacité à improviser, à débattre. Je vais avoir des femmes qui sont en entreprise, qui là ont envie de prendre le lead en réunion, qui ont peut-être parfois des prises de parole face caméra, en visio. Et le troisième public qui vient, ce sont des femmes qui sont indépendantes. Et là, elles doivent se vendre. Et là aussi, c'est compliqué. Donc, elles viennent avec ces problématiques et elles en ressortent avec de la sororité, donc la solidarité entre femmes, la fraternité, mais mise au féminin. Elles en ressortent avec une prise de conscience que elles sont pas toutes seules, qu'en fait on a tous peur de prendre la parole en public, on a toutes pas très envie de se montrer, et donc elles ont des outils, mais elles ont surtout cette sensation d'avoir partagé un moment avec d'autres femmes. Tu le disais, les cercles, les nouvelles oratrices sont adressés uniquement aux femmes. Pourquoi avoir choisi ce parti pris ? Alors, on forme aussi en mixité et on forme aussi en individuel. Oui, on parlera tout à l'heure de Mind the Gap. Bien sûr. Mais les nouvelles oratrices, on s'adresse aux femmes. Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a moins l'habitude de prendre la parole. Et moi d'expérience, quand je formais avant en mixité, il suffisait qu'il y ait un homme, deux hommes. Et soit lui allait faire les exercices en premier, ou soit les femmes allaient se cacher derrière en disant « Ah vas-y Jean-Yves, t'as qu'à y aller, etc. » Donc déjà j'avais envie d'éviter ça, dire là on est qu'entre femmes donc on y va. Et puis surtout de pouvoir aller plus vite dans la montée en compétences, parce que les freins qu'on a quand on prend la parole, quand on n'ose pas, sont vraiment des croyances limitantes. On se croit nul. Je disais tout à l'heure, on n'a pas confiance dans son corps, dans sa voix. Et ça, c'est beaucoup plus simple entre femmes d'en parler, de se dire moi après ma grossesse, j'aime pas mon corps et donc j'ai pas envie de me montrer. C'est plus simple de le partager à d'autres femmes que un homme que peut-être on ne connaîtrait pas. Je dis pas que c'est pas possible en mixité, mais entre femmes, ça va quand même plus vite. Et tu le disais là justement à l'instant, les hommes ont aussi des problèmes ou des appréhensions à s'exprimer en public. Est-ce qu'on est sur les mêmes types de freins qu'on soit un homme ou une femme, ou est-ce que y a vraiment une spécificité à chaque sexe ? Alors, je voudrais pas faire des stéréotypes parce que forcément de nouveau, mais je dirais que globalement, moi, ce que je constate, c'est que les hommes ont peut-être plus de problématiques avec les émotions, parce que tout ça, ça nous vient en fait de l'éducation, toutes les injonctions qu'on a pu avoir en se disant tu es un homme, donc il faut prendre la parole fortement. Si tu es triste, s'il se passe quelque chose qui te plaît pas en entreprise, il faut mettre un masque et puis y aller. Donc parfois, quand il faut mettre un peu plus d'émotion, c'est plus compliqué. Et les femmes vont avoir plus de problèmes à se sentir légitimes, à oser, à ne pas s'auto-censurer, à trouver intéressant ce qu'elles ont à dire. Et ensuite, on va partager les mêmes problèmes qui remontent souvent à l'école, parce qu'on nous a pas appris à débattre, on nous a pas appris à parler. Donc vraiment, la structure des prises de parole, là, c'est commun. On est tous assez médiocres en France. Justement, la scolarité entraîne peu les élèves à l'oral. Est-ce qu'à ton avis, il y aurait quelque chose à faire autour de ce sujet ? Est-ce que tu as des solutions concrètes ? Alors oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire.
Alors on y arrive, avec le grand oral. Apparemment, c'est un aboutissement d'activités qui vont être mises en place au fur et à mesure tout au long de la scolarité. Mais fallait bien commencer un jour. C'est sûr qu'on nous apprend beaucoup plus à faire des dissertations de 25 pages qu'à faire une présentation en 5 minutes. Et quand on se retrouve dans le monde de l'entreprise ou qu'on doit chercher du boulot, c'est tout l'inverse. Il n'y a pas de dissertation. Non, malheureusement. Et on se retrouve et on ne sait pas. Et si on va à l'international, on se confronte à des anglo-saxons qui, eux, sont beaucoup plus à l'aise. Alors, j'ai pas du tout la prétention de dire ce qu'il faudrait faire, mais je pense que si on arrive à inciter les élèves, nos enfants, à faire du théâtre, à, expérimenter le slam, la chanson. En France, on a toujours peur de chanter sa voix, tout ça. On nous apprend à faire de la flûte en cours de musique. Enfin voilà, c'est dommage. Si on se disait, allez, on a la voix qu'on a, on y va. Je pense qu'on se mettrait moins de freins parce que c'est vraiment nos croyances limitantes personnelles qui font qu'on va pas oser. Donc plus on peut s'en débarrasser au plus jeune âge, qu'on évite de lever la main, d'attendre, d'aller au tableau et de peut-être se faire réprimander par notre professeur. Et peut-être plus les professeurs aussi et les enseignants seront formés à la prise de parole de façon dynamique et plus ensemble la société grandira là-dedans. Là, tu parlais de l'appréhension à prendre la parole. Est-ce qu'il n'y a pas un autre souci qui est l'expression orale en elle-même, et notamment peut-être liée à la baisse de la lecture, parce que selon les dernières statistiques proposées par Eurostat, la France est bonne dernière du classement européen en termes de lecture, et on a trouvé le chiffre assez hallucinant qu'en France, on lit en moyenne 2 minutes par jour. Et on est très largement derrière tous les autres pays européens. Est-ce qu'à ton avis, ce désintérêt pour la lecture, qui enrichit théoriquement le vocabulaire, a une incidence aussi sur la manière dont on s'exprime en public et par conséquent dont on n'ose pas s'exprimer en public? Peut-être, ouais. Je découvre qu'on est comme ça aussi médiocre. C'est vrai que 2 minutes, c'est très peu. 2 minutes, c'est peu, ouais. Surtout dans le pays de la littérature. Ouais. Si on continue à nous faire lire des textes, l'Odyssée d'Homère pour nous inciter à découvrir la littérature, c'est peut-être pas forcément super. Je pense que oui, la prise de parole, c'est réussir à mettre en mots nos pensées. Donc plus on va avoir un vocabulaire riche, plus on va réussir à se faciliter en fait cette transmission entre la pensée et la voix. Je saurais pas dire quel est l'impact de la lecture, mais c'est sûr que ça va être une forme aussi de structuration de la pensée, ça va être apprendre, il y a aussi le théâtre, donc ça peut être ça aussi qui est intéressant, des formes de débat, d'arguments, de contre-arguments. De nouveau, les pays anglo-saxons sont très bons là-dessus pour apprendre aux jeunes à défendre des points de vue. En France, on est encore assez... C'est général, mais on est encore assez à l'enfant, ok, tu dis ton point de vue, mais ça reste quand même un point de vue d'enfant, donc on ne t'apprend pas à débattre, à écouter aussi beaucoup, parce que quand on prend la parole, c'est aussi pour échanger et dialoguer. Oui. Pour revenir aux nouvelles oratrices, si une de nos auditrices a envie de s'inscrire dans un cercle, est-ce que tu peux nous dire quel est le procédé ? Alors, elle tape www.lesnouvellesoratrices.com et elle tombe sur notre fabuleux site internet. On est basé à Rennes, à Brest, à Quimper, à Redon maintenant, à Vitré, à Nantes et à Paris. Et peut-être bientôt ailleurs. Donc dans ces différentes villes que j'ai énumérées, on a des cercles qui sont ouverts donc au grand public, donc à toute femme qui souhaite venir via son propre financement ou via le CPF ou via l'aide de son entreprise ou également parfois via l'aide de Pôle emploi. Elle vient s'inscrire à un cercle sur des dates déterminées, donc ce sont 8 sessions de 2 heures ou 4 sessions de 4 heures sur donc plusieurs semaines à chaque fois. Et sinon, si elle souhaite s'inscrire via son entreprise, elle peut prendre contact avec nous. Et là, on organise un cercle dans son entreprise qui peut être de nouveau là entre femmes ou alors en mixité selon les préférences de l'entreprise. En préambule de la discussion, tu as dit que tu avais lancé juste au moment du Covid. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, cette période-là ? Parce que j'imagine que faire fonctionner les cercles à distance, ça n'a pas dû être évident. Quelle astuce vous avez trouvée pour pouvoir continuer ? Alors c'est vrai que
Voilà, comme tout le monde, on avait OK, bon, qu'est-ce qui se passe ? On avait prévu un premier cercle, puis un lancement officiel et finalement ça s'est pas du tout fait comme ça, mais moi à la base j'avais prévu ça pour développer les nouvelles oratrices à Rennes, comme je suis implantée depuis plusieurs années à Rennes. Se dire ça fonctionnera 2 ans, 3 ans, 4 ans et puis on verra après pour peut-être développer ça dans d'autres villes. Et finalement, grâce au Covid, j'ai pu proposer des ateliers en visio auprès de femmes dans des associations comme Femmes de Bretagne, Bouge ta boîte. Ça m'a fait rencontrer d'autres femmes, à la fois des formatrices, à la fois des futures clientes qui m'ont dit « Ah, mais moi je suis à Nantes, ah, mais moi je suis à Brest ». Et donc, à la sortie du confinement, on a prévu de lancer tous les cercles en présentiel, donc à partir de septembre, dans différentes villes. En fait, ça a été un levier et on n'a pas maintenu la visio parce que il se passe des choses en physique qu'on peut pas reproduire en visio. Donc, on a préféré suspendre parfois pendant des reconfinements. 1 ou 2 cercles quand même ont été faits en visio parce que il fallait juste terminer 2 heures, 4 heures sur les 16 heures de formation. Mais sinon, on privilégie vraiment le présentiel. Tu nous le disais tout à l'heure, vous organisez également des cercles en entreprise. Quelle est la différence avec un cercle de ville ? Alors la différence, ça va être sur parfois certains contenus. On va pouvoir adapter un peu plus si par exemple l'entreprise a besoin de vraiment se développer sur des films ou sur de la visio par exemple, de la production d'images. Alors à ce moment-là, on va trouver des nouveaux exercices, mais on va toujours rester pour traiter le fond, la forme et la légitimité. Ce qui va pouvoir varier, c'est l'organisation. Plutôt que de faire 8 sessions de 2 heures sur 8 semaines, parfois c'est un peu compliqué. Donc on va faire 4 après-midi ou 2 journées espacées de plusieurs semaines. Mais sinon, globalement, ça va être vraiment le même fonctionnement. Tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait plusieurs types de formatrices qui intervenaient. Comment est-ce que vous les identifiez ? Comment est-ce que vous les recrutez ? Et comment est-ce que vous les convainquez de venir vous accompagner dans les nouvelles oratrices ? Alors c'est vrai que j'ai à la fois des comédiennes metteuses en scène, donc qui sont à leur compte ou dans des compagnies ou qui sont intermittentes du spectacle. Et j'ai des coachs en prise de parole en public qui sont, elles, indépendantes et qui travaillent pour elles-mêmes et parfois pour moi. Donc ça, ce sont les 2 principaux types de personnes. Et là, pour l'instant, c'est du réseau de connaissances, de personnes avec qui j'avais l'habitude de travailler ou avec qui on s'est rencontrés. Et c'est vrai que j'ai régulièrement des demandes de formatrices à travers la France qui me demandent. Donc aujourd'hui, je ne peux pas encore répondre parce qu'il faudrait pouvoir commercialiser à Marseille, à Lille, etc. Donc ça fait que 1 an et demi. Donc je peux pas tout faire. J'ai des gros bras, mais voilà, l'idée pour moi, c'est de trouver des personnes à terme qui soient alignées avec les valeurs de faire des choses sérieusement, mais quand même avec beaucoup de plaisir. Et comme je disais, qui soient pas dans du sachant, mais qui soient dans du partage, de l'animation et qui aient envie de faire grandir les femmes avec qui elles sont. Et justement, ton but, c'est de te développer ailleurs en France ou est-ce que c'est vraiment de rester centré sur la Bretagne, quitte à agrandir éventuellement les points de contact ? Les 2. D'avoir un fort ancrage en Bretagne et incluant Nantes. Je sais pas si ça fonctionne dans la Bretagne. On est tolérant. Ok. Attention, je crois que des gens vont arrêter le podcast à partir de ce moment-là. Pardon. Non, je plaisante. Ouais, l'idée c'est de pouvoir avoir un maillage de territoire parce que alors certes, je suis présente à Paris, mais très peu, c'est pour dire qu'on prend la place aussi, puis ça fait bien de dire Redon, Paris, voilà, Vitré, Paris. Mais l'idée, c'est aussi à Paris, toute personne peut avoir accès facilement à plein de choses, plein de formations. C'est peut-être moins le cas à Quimper, c'est peut-être moins le cas à Vitré. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un maillage du territoire en Bretagne. Et puis l'idée, ça va être de pouvoir essaimer autre part via des principes de licence de marque pour que d'autres femmes puissent s'emparer de la formation, du concept et le faire dans leur propre ville. Est-ce que tu as 3 conseils à donner aux femmes pour prendre la parole en public ? Alors oui. Alors, le premier conseil, ce serait, ce que j'aime bien dire, c'est boobs out. C'est-à-dire
sortir la poitrine. Lorsqu'on prend la parole, mécaniquement, ça abaisse les épaules. Ça fait qu'on est plus détendu, la voix sort mieux. Et puis, c'est fou le potentiel que peut avoir le corps sur l'esprit. Et donc, si on se redresse, qu'on se met en avant, alors on va se sentir plus légitime et souvent plus confiante. C'est ce qu'on appelle une posture de puissance, non ? C'est ça, tout à fait. Ouais. Effectivement, on se sent plus puissante. Pour continuer sur le corps, j'ai souvent la question de qu'est-ce que je fais de mes mains ? Elles sont malheureusement rattachées au bout de mes bras, qui sont malheureusement au bout de mes épaules. Qu'est-ce que j'en fais ? Donc là, moi, ce que je conseille toujours, c'est de les utiliser, ces mains. C'est dommage de les cacher et de faire en sorte que ce soit comme un marqueur qui viendrait surligner les mots importants qu'on a à dire dans notre discours. Et puis le troisième conseil, ce serait d'utiliser les silences. Ça aussi, ça peut permettre d'enlever plein de mots. Du coup, alors, donc, qu'on fait pour combler tous ces silences. Un quatrième aussi pour la route, c'est de se faire l'effet miroir. Hein. Quand on se dit je me sens nulle, je pense que ce que j'ai à dire, c'est pas très intéressant. J'aime beaucoup dire aux femmes, est-ce que tu dirais ça à ta sœur ? Est-ce que tu dirais ça à ta fille ? Est-ce que tu dirais ça à ta meilleure amie ? Non, ne te le dis pas à toi alors, parce que c'est que des croyances et... ne t'inflige pas toutes ces injonctions que tu n'infligerais pas aux autres personnes. Chacun a des choses intéressantes à dire. Tout à fait. Pour le bac 2021, vous avez proposé un marrainage pour que les lycéennes réussissent à passer leur grand oral du bac, donc qui était une nouvelle épreuve à l'époque. Est-ce que tu peux nous raconter comment l'idée t'est venue et comment ça s'est passé ? Alors moi, dans mon ancrage en tant que dirigeante, ça me paraît important de pouvoir avoir des actions solidaires. Et de me dire, je peux avoir des clients qui me payent, tant mieux. Qu'est-ce que je peux faire en échange contre des personnes qui ne pourraient pas, pour des personnes qui ne pourraient pas financer ou accéder à mes services. On devait avoir des actions dans des collèges et faute Covid, ça n'a pas pu se faire. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui peut être fait sans qu'on ait cette brimade du confinement, du reconfinement. Donc j'ai proposé, un peu sur un coup de tête, de dire, on n'a qu'à proposer quelque chose aux lycéennes. On propose des moments, 1 heure en visio, 2 heures en visio, peu importe, ça pourra les aider un peu. Donc j'avais lancé sur LinkedIn l'idée et je pensais avoir 20-30 coachs qui répondraient et j'en ai eu 90 qui sont manifestés à travers toute la France. C'était des personnes qui étaient coachs, c'était des personnes qui étaient directrices, par exemple, de la communication dans des entreprises ou journalistes. Et donc, on a eu à peu près 200 jeunes filles qui ont été accompagnées par ces femmes, donc en individuel pendant 1 heure. Génial. Et quels ont été les retours des lycéennes ? Est-ce qu'elles ont réussi leur grand oral ? Oui, pour la plupart. En tout cas, celles avec qui on a gardé contact. Ouais. C'était marrant ce qu'elles ont ressorti. C'était pas en 1 heure, en 2 heures qu'on allait les aider à devenir de grandes oratrices, mais en fait, ce qu'elles ont apprécié et ce qui était le but de la manœuvre, c'est de dire, tiens, j'ai quelqu'un que je connais pas, qui est une autre femme et qui va m'aider, qui va m'empouvoirer. C'est vraiment moche comme nom, mais qui me dit, écoute, je viens de t'écouter et voilà tes points positifs. Voilà, c'est super ton projet, etc. Et c'était vraiment du renforcement positif. Et moi, je suis assez bisounours, donc je crois beaucoup à ça. Et ça a apporté beaucoup de retours. Même une nous a dit « je me suis pas du tout ennuyée par rapport à mes profs, etc. » Donc on s'est dit « c'est bien. » Est-ce que c'est un format que vous comptez relancer en 2022 ou plus tard ? On aimerait bien. Après, ça demande beaucoup d'énergie. J'imagine. Mais peut-être en visio ou peut-être proposer à ces différentes coachs qui s'étaient manifestés d'organiser ça en présentiel dans leurs différentes villes. Ouais. Et est-ce que ça a permis de faire davantage connaître les nouvelles oratrices ? Oui, clairement. Et c'est pas anodin aussi quand on fait des actions solidaires. On a eu une bonne couverture médiatique de cet événement. Donc voilà, ça a retombé. Et moi, il y a de plus en plus de femmes, de mères qui me disent « Est-ce que tu peux faire des choses pour ma fille qui est au collège, ma fille qui est au lycée ?» Je ne réponds pas aujourd'hui à ça. Il y a plein d'associations qui peuvent le faire aussi. Et peut-être qu'un jour, on pourra y répondre. Les nouvelles oratrices interviennent également pour les détenus de la prison de Rennes. Quel est votre rôle et comment est-ce que vous les accompagnez de manière factuelle ?
Là, c'est aussi une belle histoire. J'avais la volonté de pouvoir rentrer en prison, pas en commettant, et de pouvoir en sortir aussi. Donc, je me suis dit, ça aussi, c'est important. J'ai envie de me confronter. De me dire, j'ai plein d'a priori. Qu'est-ce que je peux, comment je peux innover et donc, j'ai eu la chance de pouvoir faire un premier atelier et puis d'autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est former un groupe. Elles étaient 7 détenus pendant une après-midi à la prise de parole en public. J'avais fait d'autres ateliers avant pour présenter une association dans laquelle j'étais impliquée qui organise des événements TEDx à Rennes en amont. Et puis on a accompagné aussi une mineure incarcérée, là avec une comédienne dans des ateliers plus de détente. Et on avait tout un programme qui était prévu pour vraiment dérouler notre formation de nouveau auprès de ce groupe de détenus. Donc les 16 heures et pareil, à cause du Covid, on n'a pas pu aboutir. Donc j'espère qu'on va pouvoir retourner rapidement. Vous intervenez également auprès de jeunes femmes éloignées de l'emploi avec WeCare. En quoi ça consiste ? Alors avec WeCare, oui, ce qui est la maison de l'emploi, ils ont plusieurs formes d'accompagnement, des parcours mixité. Donc ces parcours mixité, ils apprennent aux jeunes filles à aller vers des métiers qui semblent être genrés, comme menuisier, garagiste, mécanicien, entre autres mécaniciennes. Et donc, pour faire ça, elles ont besoin aussi de pouvoir apprendre à prendre la parole pour des entretiens. Donc, on fait des ateliers, de nouveau, des ateliers d'une journée ou des ateliers d'une demi-journée. C'est très axé entretien d'embauche. Malheureusement, répondre à des questions souvent malvenues de recruteurs qui n'ont pas l'habitude de voir des jeunes femmes sur ce type de métier, plutôt métier d'homme. Donc, on essaye de les motiver aussi à pas se laisser faire. C'est quoi ces questions malvenues ? Alors ça peut être, c'est un métier d'homme, est-ce que tu vas avoir la force ? Ça peut être, je vois que tu as déjà un enfant, parce que ça peut être des jeunes femmes qui ont déjà des enfants, est-ce que c'est vraiment compatible, etc. Ce type de questions qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit une femme, parce que sauf si on utilise son pénis pour réparer une voiture par exemple, ce qui n'est pas le cas, on peut tout à fait être garagiste, mécanicienne, tout ce qu'on veut, voilà. Petit retour en arrière, tu nous en parlais tout à l'heure. En 2014, tu es devenue bénévole pour TEDx Rennes, avant d'en prendre la présidence de 2017 à 2020. Pourquoi avoir choisi de rejoindre TEDx Rennes et qu'est-ce que tu faisais là-bas ? Alors, je connaissais moi les vidéos sur internet. Quelqu'un dans mon réseau m'a dit y en a un à Rennes, ok super, allons-y. Et j'ai été bluffée par à la fois les intervenants. Il y avait à cette époque, sur cette édition, Nolwenn Fèvre des Petits Doudous. Il y avait Nicolas Huchet de Bionico. Donc vraiment des projets porteurs de sens. Et puis j'ai été bluffée par l'association L'énergie qu'il y avait dans tous ces bénévoles, qui étaient, je pense, une cinquantaine à ce moment-là. Donc je crois que c'était en avril 2014. Donc en septembre 2014, je suis allée à l'AG. Je me suis dit, j'aimerais bien vous aider. Et ça correspondait à un moment de ma vie où je me mettais à mon compte aussi. Donc je sortais d'un boulot en entreprise. Donc j'avais un peu plus de temps. Pas vraiment, mais en tout cas, j'avais envie de me l'aménager différemment. Et voilà, donc j'ai fait un peu de communication, j'ai fait un peu de mécénat, rien à ramener, mais j'ai fait aussi donc du coaching et d'intervenants et au fur et à mesure, je me suis de plus en plus impliquée et quand il a fallu renouveler la présidence, j'étais la seule qui voulait bien. Donc forcément, on a voté pour moi. Et c'était parti pour un mandat de 3 ans. Avec comme objectif de faire passer un cran, parce que j'étais convaincue que TEDx, donc à la rigueur pour les personnes qui ne connaissent pas, le slogan c'est Ideas worth spreading, donc des idées qui valent la peine d'être partagées. Et l'idée c'est de partager au plus grand nombre. Donc il y a un événement et je me suis dit s'il y a le plus grand nombre de personnes qui assistent à cet événement, c'est déjà ça. Et ensuite les vidéos sont mises gratuitement sur internet. Donc le premier challenge, c'était de réussir à passer donc de 1500 spectateurs à 3300 pour pouvoir avoir vraiment le plus grand nombre et notamment proposer des billets à la vente moins chers et des billets solidaires aussi, donc des billets suspendus. Il me semble que le TEDx Rennes est le plus grand de France, c'est bien ça ? Alors oui, ça a été, c'est vrai qu'on avait communiqué quand on avait passé cette barre des
des 3300 spectateurs. Donc on communiquait, on était fiers en disant ouais, à Rennes on est plus grand que Paris qui fait 2400 ou 2900 spectateurs. Bon, c'est surtout pour plaisanter et frimer un petit peu une année. Après il y a d'autres TEDx aussi qui sont plus grands parce que certains ont été mis en visio et puis voilà, donc on n'a pas forcément pour vocation de dire qu'on est le plus grand d'Europe, mais bon, une année on l'a été. Et les 2 dernières années, le show a été joué 2 fois pour pouvoir être à 1500, donc toujours dans cette salle du Liberté à capacité de 3000, ce qui permettait un espacement donc, et de refaire 3000 spectateurs, mais en 2 fois. Tu as la double casquette associative, on vient d'en parler, et entrepreneuriale. Est-ce que pour toi, la gestion d'une association est similaire à celle d'une entreprise ou est-ce qu'il y a des grosses différences ? Maintenant, ce que j'en vois, je dirais que c'est assez similaire. Alors, bon, c'est sûr, il y a la différence de personnes qui vont être adhérents, membres de l'association, bénévoles, donc on ne peut pas leur demander autant en termes de temps ou de demande, en disant, voilà, il faut que ça se soit prêt à tel moment, etc., par rapport à une entreprise. Mais à l'inverse, ils sont en capacité de donner énormément d'énergie. Et après, non, c'est la même chose. Moi, ce que j'ai pu voir, c'est fixer un cap. En tout cas pour le rôle de président ou pour le rôle de dirigeante, fixer un cap, fédérer, voire grand, pour qu'on se dise « Ah oui, c'est possible, si elle y croit, je vais y croire aussi ». Et se reposer sur plein de monde qui ont plein de compétences que je serais bien incapable d'avoir. Donc il y a ça aussi, ouais. Et tenir le budget, le nerf de la guerre. Ça, c'est important dans les deux, effectivement. Oui, c'est clair. Tu as créé Mind the Gap en 2019, après ton expérience de coach pour TEDx Rennes. Pourquoi cette envie de créer ton entreprise ? Est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots ? En Mind the Gap, pour faire attention à l'écart entre ce que l'on dit et concrètement ce que les gens en retiennent. Donc, j'ai créé Mind the Gap avec mon conjoint Régis Bozek en 2019. L'idée, c'était de pouvoir proposer dans les entreprises des intervenants inspirants. Parce qu'on avait des demandes d'entreprises qui disaient « Ah, mais c'est génial ce que vous faites au niveau associatif à Bretagne Idées Larges », qui est l'association qui porte la licence TEDx, qui aide à mettre en place l'événement. Et est-ce que l'association peut répondre à ça ? Donc non, c'était pas forcément le but. Donc on s'est dit « Tiens, on pourrait proposer ça ». Et forcément, on m'a proposé aussi une méthodologie pour prendre la parole en public façon TEDx pour se dynamiser un peu ces réunions. Donc c'est parti de là et ça a dévié sur les nouvelles oratrices, donc ça a moins de choses à faire. c'est moins dans le même scope, mais... On arrive à la fin de l'entretien. Merci beaucoup pour tes réponses. On va finir par les questions plein phare. La première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? J'en ai plusieurs. J'imagine que tout le monde doit répondre ça. Mais oui. Si je devais en choisir un, j'aime beaucoup Locmaria-Ker. Et vraiment cette péninsule, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, ce coin qui est vraiment très, très beau, avec des belles plages. Et alors, je me baigne pas trop parce que quand même, je suis pas d'origine bretonne à 100%, donc... Oui, on a un vrai problème avec ça, on peut pas se baigner, nous. Donc Locmaria-Ker, c'est chouette. Et même si t'es pas 100% bretonne, c'est quoi pour toi être bretonne ? Alors, ce que je trouve qui est vraiment très breton, mais peut-être que tout le monde vous dit ça aussi, c'est cette capacité à se mettre en réseau, en collectif. Que ce soit des projets comme les Vieilles Charrues, je pense que ça pourrait pas forcément prendre, Femmes de Bretagne, etc. Ce sont vraiment des projets à TEDx, même TEDx Rennes, moi, de l'association, aujourd'hui c'est 140 bénévoles. Par rapport à d'autres associations, sans comparer si c'est mieux ou moins bien, mais d'autres TEDx ailleurs, ils sont 30, 40, 50. Nous, 140, c'est toujours waouh, vous êtes beaucoup là les Bretons. Ouais, c'est pareil dans les autres TEDx en Bretagne aussi. Je dirais c'est ça. Être breton, c'est être solidaire et avoir envie de se retrouver ensemble. Et même ici, au collectif tactique. Voilà, c'est ça. Et pour finir, l'entreprise à suivre en Bretagne, selon toi ? Il peut y en avoir plusieurs. Alors ce serait, alors c'est encore une autre casquette, parce que je viens de rentrer dans le conseil d'administration d'une association qui s'appelle Réseau Force, qui est à l'initiative de Brigitte Cholet, peut-être vous connaissez. Donc Brigitte a eu un parcours de vie où elle a eu un cancer.
et avec une rechute également du cancer. Et, alors elle le dirait mieux que moi, mais la première chose qu'on lui a dit, le retour qu'on lui a fait quand elle a annoncé à son entreprise qu'elle partait pour une longue maladie, c'était, je caricature, mais est-ce que tu peux pas attendre 2-3 jours parce qu'il y a un peu de dossier à terminer avant de... Elle s'est dit, mais c'est incroyable qu'on en est là aujourd'hui. Donc le projet de cette association, qui a maintenant quelques années, c'est de pouvoir accompagner majoritairement les femmes, mais parce qu'elles sont plus à venir, mais c'est tout à fait ouvert aux hommes. Donc à la fois se reconstruire à travers la prise de parole, à travers l'art, à travers le slam, à travers plein de choses aussi pour réapprendre à aimer son image de soi, et accompagner les entreprises pour se dire comment j'accompagne un salarié en longue maladie, comment j'accompagne son départ et comment j'accompagne son retour aussi. Et là, la bonne nouvelle, c'est on a pu, dans l'association, elle a pu avoir tout un accompagnement là, par l'AGFIP. Donc voilà, donc des tests et peut-être des financements pour pouvoir grandir et démultiplier cette action qui malheureusement touche énormément de personnes. Donc voilà, ce serait Réseau Force. On le mettra dans les notes du podcast. Super. Un grand merci Fanny d'avoir répondu à toutes nos questions. Pour ceux qui souhaiteraient poursuivre l'échange avec toi, est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels ils peuvent te suivre ? Oui. Alors déjà, merci à vous deux. On peut me suivre sur LinkedIn principalement, donc Fanny Dufour. Les Nouvelles Oratrices également sur LinkedIn aussi. Sur Instagram, ce sont les Nouvelles Oratrices. Moi, mon compte Insta, il est pas très joli, je suis pas très douée. Et c'est vraiment perso, vous verrez plus de photos de chats que de choses intéressantes. Voilà, c'est déjà pas mal. Et les adresses de tes sites peut-être ? Ah oui, www.lesnouvellesoratrices.com, www.mindthegap avec 2p.fr et bonjour@lesnouvellesoratrices.com, et c'est moi qui suis au bout du fil. Super. Un grand merci Fanny. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Fanny Dufour pour son engagement avec les Nouvelles Oratrices. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Fanny, vous pouvez retrouver les liens du site des Nouvelles Oratrices et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!